Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire numéro 2 de cette matinée université et recherche, comment accompagner l'innovation dans l'économie du savoir. Et oui, c'est un webinaire important puisque on va essayer d'aller plus loin sur ce thème. Dans les établissements d'enseignement supérieur, la recherche constitue un socle de performance et un élément de compétition mondiale pour la nation française. Et quand on parle compétition, on parle évidemment élection présidentielle, on parle grandes décisions. Alors, on voit bien que ce dont on va parler impacte évidemment tous les éléments et tous les aspects de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comment accompagner le chercheur? Comment les aider à travailler, à valoriser, à transférer le cas échéant vers les entreprises et donc les marchés, leurs inventions, leurs innovations, leurs brevets, parce qu'ils déposent des brevets évidemment, pas assez, selon certains, mais on aimerait qu'ils en déposent beaucoup plus. Alors, il faut créer un environnement favorable dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est ce que s'emploient à faire les présidents d'université. Toutes les universités, véritablement, quand on fait le tour de France des universités, on se rend compte qu'elles mettent en place des dispositifs à la mesure de leurs moyens pour les aider. Alors, quand on parle outils digitaux, évidemment, et comment on offre une infrastructure aux chercheurs pour le droit de propriété intellectuelle, pour protéger, pour sauvegarder, pour échanger, dialoguer dans des conditions de sécurité qui feront que nos chercheurs et surtout leurs idées soient protégées au mieux. Alors, pour parler de tous ces sujets, c'est un peu éclaté, vous avez compris, on va adresser plein de problématiques. Alexis François, chef de cabinet chargé du déploiement à CY Initiative, l'université pas très loin de Paris. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. François Germier, le président de l'université, très attaché à la recherche. C'était d'ailleurs l'objectif, c'est son objectif dans 10 ans, être dans le top 200. Donc ça veut dire c'est toujours l'objectif et c'est ce qu'on porte avec l'initiative, CY Initiative, qui est un e-site du coup, pour lequel on attend un potentiel renouvellement dans les semaines à venir. Mais ça va marcher. On l'espère. En tout cas, toute l'équipe se bat. Ludovic Di Baggio, il est professeur à Schema Business School, il est à l'université Nice-Côte d'Azur. Il est surtout également, directeur de Othesia. Bonjour Ludovic, dites-nous ce que c'est ce Othesia. Othesia, c'est un observatoire de l'intelligence artificielle qui cherche à comprendre tous les effets, les impacts de l'intelligence artificielle et leurs applications sur les éléments de la société, que ce soit l'éducation, la santé, l'économie, etc. Donc, c'est un observatoire multidisciplinaire qui réunit donc des chercheurs, mais aussi des entreprises et qui s'interroge sur des différents sujets liés à l'intelligence artificielle. On n'a pas fini d'explorer. Alors, Schema, en plus, a lancé, si je ne m'abuse, un gros centre de recherche avec le Canada sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire que vous êtes au cœur de la problématique et côté université et côté Schema Business School. Ça veut dire que vous faites le lien. Carla Balla, directrice adjointe innovation et entrepreneuriat PSL, je ne présente pas PSL, en charge d'accompagner les étudiants et les chercheurs vers l'entrepreneuriat. C'est tellement important, l'entrepreneuriat. Parler de Startup Nation quand le président est arrivé. Alors, PSL l'a incarné à sa manière, et en tout cas, l'entrepreneuriat et l'innovation, évidemment, ce sont des choses essentielles pour accompagner tout ce petit monde vers, évidemment, le monde économique. Bonjour, Carla. Bonjour, tout à fait. Et ça marche bien, en fait, parce que c'est vrai que PSL est tellement grand qu'on se dit, mais vous devez avoir un boulot de folie, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de chercheurs, il y en a tellement qu'il n'y en a pas beaucoup de chercheurs qui innovent, en tout cas, ce n'est pas la majorité. Beaucoup, en tout cas, sollicitent, j'imagine, l'accompagnement et l'appui. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a 2600 chercheurs, mais ils ont plein d'idées. Les étudiants aussi, ils ont plein d'idées. Ça marche bien. Et puis, l'université les accompagne depuis la création de PSL. L'innovation et l'entrepreneuriat, c'est un des piliers. Et même la formation, ça se fait de plus près, au plus près avec la recherche et l'innovation. Alors, et Antoine, c'est ce qu'il disait au préalable, c'est que quand on a une bonne idée, il vaut mieux la protéger. Oui. Parce qu'il y en a qui sont avides de bonnes idées, et même si la bonne idée, elle est dans l'air, on la prend, et il faut la garder si on l'a trouvée. Antoine Maurice, responsable supérieur et recherche chez Microsoft. D'ailleurs, je précise que Microsoft est partenaire de cette conférence, ce thème universitaire recherche, comment accompagner l'innovation dans l'économie du savoir. Bonjour Antoine, un petit mot d'introduction à mes côtés pour lancer le débat. Avec plaisir. Bonjour. Alors déjà, merci à tous les intervenants. Merci
à tous de participer à cet événement. Pour nous, c'était important de s'impliquer. La recherche, l'éducation supérieure, c'est des sujets qui nous sont chers chez Microsoft. C'est pour ça qu'on a un pôle dédié, très particulier, qui doit offrir des moyens d'une manière complètement différente en fait aux environnements qui sont les vôtres. Et donc, on va essayer de débattre de ce qui pourrait être la thèse d'une vie, voire de plusieurs vies, de plusieurs personnes, mais en tout cas d'essayer en ces quelques minutes de partager en fait la vision de différents acteurs pour se dire comment on fait pour favoriser la recherche, comment on fait pour favoriser l'innovation. On en parlera d'ailleurs ensemble, c'est-à-dire que la recherche et l'innovation, finalement, est-ce que les chercheurs qui cherchent ont toujours le droit d'exister, parce qu'il ne faut pas oublier que la recherche à la base, c'est fait pour chercher, c'est pas fait pour trouver. Donc, on a tendance on est un peu revenu sur cette idée-là. Hein. On est un peu revenu. Hein. mais c'est important que certains continuent à chercher, puisque c'est en cherchant qu'on tombe par hasard sur quelque chose et qu'on trouve des choses. Et donc, voilà. Donc, comment, quels moyens, quel cadre. Et je pense que les acteurs ici présents sont particulièrement bien placés pour pouvoir en parler. Bien sûr. Mais d'ailleurs, aux États-Unis, qu'on prend souvent en référence, les chercheurs cherchent sans forcément trouver. On leur dit, voilà, cherche. Si tu ne trouves pas, on ne financera pas ad vitam aeternam, mais en tout cas, on les invite à chercher, y compris quand il y a un risque d'impasse. Alors, madame, messieurs, est-ce qu'on a les moyens de valoriser cette recherche? Moi, ça m'intéresse surtout à votre cas, puisque vous représentez quand même des entités importantes, où il y a quand même un volume de chercheurs, un volume d'activités importantes. Et Alexis, j'aimerais savoir de votre position d'observation, de votre poste d'opération, est-ce que vous avez le sentiment que les universités, et à la lueur de votre expérience, vous avez cette capacité à accompagner au mieux et à valoriser cette recherche à tout moment? Oui, alors on essaye de le faire, en tout cas à CY, avec l'initiative d'excellence que l'on porte, avec notamment l'ESSEC. On a essayé de mettre ça en place depuis 2017, en tout cas de le professionnaliser. On a notamment mis en place ce qu'on appelle CY Transfer, en fait, qui est un outil transversal à l'université, qui a pour but en fait de renforcer la troisième mission de l'université. Finalement, cette troisième mission, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on a la recherche, évidemment l'enseignement, la formation, et derrière, il y a cette partie innovation. Et cette CY Transfer, justement, doit pouvoir participer à la trajectoire économique de notre initiative d'excellence, et donc de l'université, en connectant les entreprises avec nos chercheurs. Et donc, pour ce faire, du coup, on a mis en place un acronyme qui n'est pas très beau, c'est-à-dire les CATS, c'est les centres d'accélération de technologie, de transfert et du savoir, pour lequel derrière… On aime bien en France les acronymes. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, mais je dis ça parce qu'à la précédente conférence, j'ai dû préciser aux intervenants de décrire ce qu'ils disaient quand ils donnaient un acronyme. Donc, je vous invite à faire la même chose. Voilà, donc je viens de le faire. Donc, ça permet derrière le développement du transfert et des technologies et du savoir. Et en fait, on a fixé 3 axes majeurs. Donc, c'est les 3 domaines principaux de recherche de notre initiative d'excellence. Donc, business, finance, management, patrimoine, luxe et art. Et enfin, risque, sécurité et société. Et en fait, on s'appuie là-dessus. On s'appuie évidemment aussi sur la SAT Erganeo. Et ce qui derrière permet de développer donc à la fois des spin-offs, mais aussi des projets, ce qu'on appelle des projets émergents, avec des entreprises qui nous emmènent ensuite, une fois qu'il y a ce préfinancement, finalement cet effet de levier, à développer des programmes européens, donc dans le cadre d'Horizon Europe notamment, avec des succès qui commencent à se faire ressentir là, ces 2 dernières années. Donc, que ce soit sur des programmes d'Horizon Europe ou des programmes liés au PIA. Et là, je pense notamment au CMQ. Même si c'est très lié à la formation, il y a une dimension recherche importante aussi qu'on souhaite développer. Donc, les CMQ, pardon, c'est un acronyme aussi, c'est pas mais c'est les campus des métiers et qualifications. Ce que vous nous dites, Alexis, c'est qu'en fait, il faut quand même monter beaucoup de structures, imaginer beaucoup de relais à tous les moments de la recherche, du travail du chercheur. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec justement les initiatives d'excellence, c'est que ça nous permet de tester. Et donc là, on a pu tester pendant toute notre période probatoire, et on voit qu'un outil type CY Transfer, derrière, nous permet vraiment de développer et d'accompagner le transfert et l'innovation. Finalement, ça représente, on pourrait
imaginez que voilà, CY Transfer, finalement, c'est ce qu'on retrouve dans certaines universités à l'étranger. C'est un Technology Transfer Office qu'on essaie de mettre au standard des universités internationales pour, nous, on l'espère, en tout cas, atteindre le top 200 dans les classements des universités. 10 ans, c'est 2030. Hein. Oui, on a le temps encore. Voilà. Voilà, le TikTok a commencé. Carla, alors avant vous nous direz, on rentrera un peu dans le détail, hein, si vous êtes d'accord Alexis, en termes d'outils et de méthodologie, hein, parce que CY Transfer, c'est le véhicule juridique, hein, on va dire comme ça. Et derrière, il y a évidemment toute une palette qui est mise en… Carla, même question pour vous. Alors, valoriser la recherche et l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, en élargissant un peu. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez la capacité d'adresser toutes les problématiques au sein de l'établissement? Donc à PSL, en effet, comme je disais, tellement grand que c'est grand, mais c'est aussi l'innovation et l'entrepreneuriat étaient présents depuis la création de PSL. Donc en fait, il y avait la recherche, la formation, et l'innovation et l'entrepreneuriat avaient une place très importante. Donc, PSL a été créé il y a 10 ans. À l'époque, il fallait pas trop en parler, le lien, la recherche vers l'entrepreneuriat, etc. Mais les fondateurs de PSL avaient ce courage de dire non, c'est important, il faut dialoguer la recherche, il faut pas se séparer, il faut faire dialoguer la recherche, la formation et l'innovation. Donc, depuis sa création, PSL a créé, en fait, contrairement à d'autres universités, à son service interne d'innovation et entrepreneuriat. Donc qui s'occupe qui intervient sur toute la chaîne de l'innovation, de la propriété intellectuelle, la maturation des technologies, la prématuration, avec un modèle très privilégié à l'époque qui était original, qui est valoriser la recherche par la création d'entreprises, mais pas que. Donc, travailler avec le monde socio-économique au sens large. Et puis, elle a développé aussi toute une chaîne de financement pour accompagner les projets de recherche qui ont un but de transfert vers le monde socio-économique, que ce soit anté-création ou post-création. Donc, PSL a mis en place des financements de prématuration, maturation, mais également, elle a créé un fonds d'investissement d'amorçage, Précide, pour les projets. Donc, voilà. Donc, du coup, PSL intervient sur toute la chaîne de l'innovation et de l'entrepreneuriat en interne, en s'appuyant bien sûr sur des partenaires, parce qu'il ne faut pas refaire ce qui existe déjà, surtout sur l'écosystème parisien. Il existe tellement de choses qu'il faut savoir travailler ensemble. Et est-ce qu'on a suffisamment de moyens jamais assez. Jamais assez. Voilà, jamais assez. Le moment d'en assez. demander, c'est les élections. Hein, demain. Voilà, c'est ça. Jamais assez, mais il y en a, je dirais, il y en a un peu plus que fut un temps, en fait. Et que ce soit de l'État, mais aussi des entreprises qui ont aussi compris que maximiser leur productivité et dynamiser leur croissance passe par un lien avec la recherche académique. Donc, du coup, il y a un peu plus de moyens qu'avant. Et puis, il y a aussi la loi qui a beaucoup évolué, qui permet aux chercheurs de prendre plus d'initiatives, d'être acteurs, voire décideurs dans la valorisation de sa recherche. Il peut entreprendre sans avoir honte, sans le cacher. Il peut avoir le temps d'entreprendre. Il peut même avoir un rôle important dans son entreprise et où il peut rester juste en tant que conseiller. Voilà, il y a donc on va dire il y a un peu plus de moyens, mais bon, est-ce qu'il y a tous les outils nécessaires pour le faire? On le verra dans quelques instants avec les outils, parce que évidemment, quand on parle d'outils, on parle de CRM, d'outils digitaux, de capacités à se protéger, et des capacités parfois techniques. Ludovic Di Biagio, qui a une carte du monde derrière lui, ça veut dire que tout ce qu'on dit, évidemment, a une vocation mondiale. Hein, c'est pas franco-français, parce que ce qu'on porte comme message, c'est qu'évidemment, tout ce que vous faites dans vos établissements, c'est pour la compétitivité, et pas que pour la France, et pas que pour le territoire, mais bien pour ce qu'il y a derrière Ludovic. Même question pour vous, est-ce que la recherche, alors vous êtes à cheval entre une grande école de commerce et une université, donc vous avez un peu les deux points de vue. C'est intéressant de savoir, est-ce que la recherche est valorisée de manière différente, ou en tout cas, est-ce que les chercheurs ont les moyens d'aller vers le transfert et parfois la réussite d'une licorne qu'on connaît. On a 25 aujourd'hui.
Oui, en fait, je pense que la problématique est à peu près la même, que ce soit dans une école de commerce ou dans une université. La logique de la recherche, elle est universelle quelque part. Ce qui est différent, et pour revenir sur ce que vous dites par rapport à la carte qui est derrière moi, c'est que si toute la circulation des idées et des biens, etc., est effectivement internationale, en réalité, on est très loin d'un monde plat. Et ce qui se passe au niveau du territoire est fondamental. Et donc, ce qui est vraiment important, je pense, c'est d'insister sur l'aspect, ce que disait Carla Bala, c'est l'aspect écosystémique derrière. Et l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les interactions qui sont pertinentes pour la valorisation de la recherche. Et là, je reprends un peu ce que mon ami Bernard Belloc a mis comme commentaire, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de savoir comment les scientifiques trouvent de nouvelles idées, de nouvelles questions. Et les questions émergent des interactions. Et c'est pourquoi ce qui est vraiment important, c'est de comprendre comment on met en interaction des chercheurs on expose des chercheurs face à des problèmes appliqués technologiques d'innovation. Et donc faire émerger des questions qui peuvent être valorisées déjà. Parce que toutes les questions scientifiques n'ont pas vocation à être valorisées dans l'immédiat, en tout cas. Et alors, donc, il y a cet aspect, donc il y a souvent une confusion dans la façon de comprendre la valorisation de l'invention, de l'innovation, de la science, c'est de penser à un modèle un peu linéaire, à savoir que ben, voilà, on a une belle idée, on développe une recherche, et puis cette belle idée se trouve appliquée dans des solutions technologiques, et ça va procurer des innovations. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, on le sait très bien, hein, c'est l'interaction entre la dynamique technologique, par exemple, et les questions scientifiques qui peuvent émerger et qui vont peut-être aussi orienter la recherche scientifique. Et puis, il y a une deuxième confusion, c'est de penser qu'il faut se focaliser uniquement sur la valorisation en termes de transfert du scientifique pour qu'il devienne un entrepreneur. En réalité, l'enjeu, c'est plus de comprendre comment on sélectionne les bonnes idées et comment on valorise ces idées et comment on va investir derrière. Et c'est là que la notion d'écosystème devient fondamentale. Parce que, évidemment, chacun a des incitations différentes. Hein, le chercheur, sa carrière, elle n'est pas faite par rapport au brevet ou aux innovations qu'il va faire, mais bien par rapport à ses publications scientifiques et à la contribution scientifique qu'il va faire. Alors que l'entrepreneur, sa motivation, elle est de valoriser immédiatement. Et donc, il ne faut absolument pas négliger ces aspects incitatifs. Et donc, derrière, quand on va prendre les incitations d'un investisseur, les incitations d'un politique, les incitations d'un entrepreneur et d'un chercheur, on va avoir des incitations qui sont complètement différentes. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer un écosystème pour que ces différentes communautés arrivent à se parler, à se comprendre et à avoir une représentation du monde assez cohérente pour pouvoir orienter les investissements et les aides et les accompagnements dans la bonne direction. Et donc, pour faire simple, si on se concentre sur la sélection des bonnes idées, des bonnes technologies, des bonnes innovations qui peuvent être pertinentes, c'est là que ça devient fondamental. Et c'est pourquoi la culture historique, scientifique, technologique d'un territoire est fondamentale dans la capacité de transfert. Donc voilà, je pourrais développer certains aspects. Sophia Antipolis, c'était un territoire qui était plutôt favorable à cette approche, j'imagine, puisque vous êtes sur un territoire. Le premier technopôle Made in France, si j'ai bonne mémoire, d'ailleurs. Alors, le technopôle, effectivement, est un très bel exemple, mais cette adéquation entre science et technologie, peut être observé depuis assez récemment, finalement, parce que si c'est un territoire technologique depuis longtemps, hein, depuis la fin des années 80, l'adéquation science-technologie, elle est vraiment très récente. Et ça, c'est important parce que la difficulté, c'est de voir l'adéquation entre des expertises scientifiques. Vous voyez, sur le territoire de Sophia Antipolis, on a des experts internationaux en mathématiques, en biologie, en physique, mais le lien avec un territoire qui est plus basé sur les softwares, sur les logiciels, sur les technologies embarquées dans les semi-conducteurs, c'est pas évident de trouver des adéquations. Et donc, ce travail d'adéquation, et c'est là peut-être que le politique a un rôle à jouer, c'est d'arriver à trouver la bonne adéquation entre les différentes expertises, mais aussi les différentes ressources, ce qu'on appelle des investissements complémentaires, qui vont permettre qu'à un moment donné, il y a un écosystème qui se crée, qui constitue non seulement des interdépendances, des adéquations entre expertise scientifique et technologique, mais aussi sur la capacité de reconnaître ce qui a de la valeur et là où il faut concentrer l'effort collectivement.
Pour ça que Ludovic, vous nous avez rejoint hier soir pour pallier à la défection de notre ami du CNRS et on a eu raison. Antoine, merci d'avoir invité Ludovic. Je reprends la parole, hein, pardonnez-moi Ludovic, parce que j'ai l'impression que vous pourriez rester 1 heure à nous parler, hein, si j'ai bien… Oh, bah, plus d'1 heure. Oui. Antoine, alors un petit premier point sur ça. On voit bien qu'il y a un problème peut-être de fléchage. Hein. On voit bien de la recherche fondamentale vers le transfert. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi avec des outils, avec un accompagnement. Avec des outils forcément pour la collaborativité justement des différents pôles, puisque finalement, moi, ce que je retiens de tout ce qui est dit là, c'est entre autres que finalement aujourd'hui, l'avenir, une partie de l'avenir de notre recherche française, en tout cas, elle passe par finalement la complémentarité des genres, la création de pôles entre des multi-compétences et pas simplement une compétence recherche, une compétence entrepreneuriale, une compétence, c'est faire cohabiter, et vous êtes des parfaites démonstrations en fait dans les structures de cette cohabitation qui génère en fait désormais de la valeur. Et finalement, là où certains vont se concentrer chacun sur leur métier, l'important c'est en faisant collaborer les gens, on va pouvoir justement offrir les moyens des structures et que chacun fasse au mieux et exploite au mieux sa recherche. Et on a la chance en France d'avoir finalement un environnement d'éducation supérieure qui permet en fait à travers ces différentes composantes de générer tout ça. Des pôles innovation à travers des écoles de management justement où ça va peut-être plus être des businessmen demain, donc qui vont générer de la start-up ou autre, qui vont travailler avec des ingénieurs qui vont créer des choses sur la base d'exploitation de recherche, qui vont finalement financer tout ça. Après, nous chez Microsoft, là où justement notre métier, notre mission, c'est finalement de donner les moyens technologiques et l'agilité pour assurer le niveau de performance. En tout cas, donner des outils qui permettront un niveau de performance pour aller plus vite, pour être les plus performants possibles dans chacun leur métier. Donc, nous offrons des moyens, des technologies qui doivent servir agilement à chacun des pôles selon leurs besoins et leurs nécessités. Parce qu'Antoine, on se rend compte, au fond, c'est ce que j'ai constaté, j'ai animé plusieurs colloques sur les CRM recherche, les laboratoires. En fait, il faut tracer l'idée, tracer les équipes, tracer les aides, tracer les contributions diverses et variées. Finalement, il y a tellement d'entrées sur des problématiques de recherche ou d'innovation, voire de transfert, que s'il n'y a pas une sorte de fluidité dans l'information, c'est ça aussi qui pénalise le travail du chercheur. Et le transfert, et comme on le disait aussi, la partie transfert d'informations, collaboration, comment on se passe les informations, d'une manière sécurisée, de quelle manière. Et puis, vous le savez tous, les investissements nécessaires souvent dans le lancement d'une recherche d'un laboratoire, entre autres, sont souvent extrêmement compliqués à débloquer, même si aujourd'hui on a plus de moyens et comme tout ce qui est PIA et autres, en fait, aide à ça, mais en fait, entre les CAPEX et les OPEX et tout ce que vous devez gérer d'une manière plus budgétaire, aujourd'hui, c'est de se dire, bon, je parle pour mon domaine là, mais dans la technologie et l'informatique, si on doit dépenser, 1 million d'euros pour du hardware, en fait, c'est pas très intéressant, en fait, à terme. Ça va pas aider, ça va pas pérenniser. D'où justement, en fait, cette volonté pour nous de créer des architectures qui vont plus être en mode robinet, où on ouvre le robinet quand on a besoin pour développer ces algorithmes ou autres, typiquement dans la technologie. Mais ça va être cette souplesse-là qu'il faut offrir pour s'assurer qu'à chaque moment de l'environnement, les moyens vont être adaptés et le flux, effectivement, d'informations exploité au mieux et valorisé au mieux. Ok, merci Antoine. On voit bien qu'il faut aussi des outils, hein, quand même. C'est ça qui est une infrastructure autour du chercheur pour l'accompagner. Alexis, moi j'ai une question quand même. Je le disais, hein, ça fait longtemps, voire trop longtemps que je suis et la recherche et les problématiques d'enseignement supérieur. Est-ce qu'il faut séparer ou mettre une sorte, pas de mur de Berlin, mais la recherche et l'innovation d'un côté, pour comme les chercheurs chercher et éventuellement innover, mais une option. C'est important parce que du coup, ça marque des territoires. Il faut surtout, je ne pense pas qu'il faille spécifiquement les séparer, mais pas non plus toujours les associer. C'est-à-dire qu'il faut réussir à repérer et accompagner les chercheurs lorsqu'ils ont en effet bien trouvé la bonne idée. Et donc, c'est derrière où là, les services de l'université ou de l'école de management ou d'ingénieurs doivent pouvoir derrière accompagner le chercheur pour derrière
avoir cet aspect innovation. Et donc là, c'est mettre en place des outils qui permettent d'accompagner ces actions par des actions stratégiques coordonnées, l'accompagnement de cette. Quand vous dites des outils pour les aides, pour éventuellement le mapping de la recherche, les publications associées, enfin bref. C'est ça, c'est toutes ces parties-là, mais c'est aussi les outils de financement qui pourraient permettre derrière d'aller plus loin dans cette innovation. Donc, ça peut être l'accompagnement à une cifre, ça peut être évidemment des thèses, mais ça peut être aussi des chaires partenariales. Alors, cifre, convention industrielle de formation par la recherche, je précise. On s'est donné comme contrainte de préciser les acronymes. Et ça peut être en effet auprès des chaires partenariales avec des entreprises donc qu'on peut développer. Et après, il y a tout aussi une notion, en tout cas nous, qui est liée fortement à notre implication dans le territoire et notamment dans le Val d'Oise, c'est des outils d'animation et de communication autour de ces innovations, en tout cas de ces outils, pour vraiment mettre en lien aussi les entreprises du territoire avec nos chercheurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez long à mettre en place et qu'on essaye de faire et de valoriser aussi ce que peuvent apporter chacun de nos laboratoires. La problématique de frontières, car là, on en parlait avec Alexis et Antoine. J'ai envie de dire, le chercheur, quand il passe à innovateur, il faut qu'il appuie sur un bouton pour pouvoir être, comment dirais-je, ou qu'il active simplement quelque chose. C'est ça un peu l'objet de notre débat, c'est-à-dire comment fluidifier ce process. Alors, je reviens à ma question. Recherche, innovation, il faut un mur de Berlin qui n'existe plus, mais une muraille de Chine ou quelque chose entre les deux. C'est vrai, la question elle est très intéressante et ça renvoie un petit peu à des questions qu'on entend des fois ou des gens qui disent mais ils critiquent les universités qui demandent plus d'argent pour faire la recherche, mais ils disent mais pourquoi? Parce que c'est pas ça qui va faire la performance économique du pays. D'autres qui s'inquiètent, qui disent maintenant il faut pas trop investir sur dire que la productivité, la performance économique, c'est sur la recherche et qu'il faut trop l'orienter vers l'innovation parce que ça va faire disparaître la recherche fondamentale. Mais bon, c'est le débat sur l'économie du savoir et de penser que la performance économique passe par l'investissement dans la recherche et l'innovation. C'est acquis, je pense que personne ne dira le contraire. Enfin, voilà, c'est ça. C'est que l'université, c'est vrai pour les universités, c'est un petit peu difficile de concilier entre les deux, mais aujourd'hui, c'est une question, enfin, je veux dire, ça va de soi. C'est grâce à les connaissances fondamentales qu'on obtient par la recherche fondamentale qu'on peut aboutir à l'innovation. Il faut faire dialoguer les deux. On les sépare pas. C'est vrai, on peut pas les traiter de la même manière dans tous les cas, mais on les sépare pas. On privilégie pas le financement de l'un ou de l'autre. C'est une continuité. Il faut dialoguer les deux et je dirais créer des liens entre les deux, mais même pas qu'avec les deux, mais avec toutes les parties prenantes de la chaîne de l'innovation. Parce que d'un côté, c'est ce qui va permettre de garder l'équilibre entre recherche fondamentale et innovation, et c'est ce qui va permettre aussi que l'innovation ait le plus d'impact possible et à l'échelle globale, donc à l'échelle de l'écosystème, comme disait Ludovic tout à l'heure, en fait. Donc, on peut plus dire qu'il faut les séparer. Non, au contraire, il faut les faire travailler ensemble avec des programmes spécifiques pour chacun et garder cette continuité entre les deux. Ouais. Quand on parle IA, alors c'est tant bien qu'on parle IA, Ludovic Di Baggio, parce que si, comment dirais-je, on a des trouvailles en IA, et c'est un sujet, puisque le président de la République avait annoncé un grand plan sur l'IA, France 2030, c'est aussi pas mal autour de l'IA, il y a un grand centre à la défense autour de l'IA. C'est vrai qu'on a un cas d'école, si je puis dire, hein. Vos chercheurs, on leur met un petit peu de pression, j'imagine, quand il faut que ça débouche sur des actions et des innovations très concrètes. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de comprendre ce qu'est la science. Et la difficulté, c'est que la science n'est pas homogène du tout. On ne peut pas parler d'une science. Il y a des disciplines scientifiques et dans chaque discipline, il y a des différents types de recherche et chaque type de recherche a un environnement très différent. Si on prend l'intelligence artificielle va utiliser des mathématiques. Et pour utiliser les mathématiques, il faut qu'il y ait des chercheurs qui travaillent sur la recherche mathématique statistique, par exemple. Et ces chercheurs n'ont pas forcément vocation à être utiles pour développer de l'intelligence artificielle. En revanche, derrière,
il y a des chercheurs qui, eux, sont directement intéressés pour développer des outils statistiques ou des outils algorithmiques qui vont être directement utilisés. Donc, c'est des environnements différents. Et la difficulté, et le risque même, c'est un peu de confondre tout ça et de penser qu'on peut créer des environnements où tout le monde va travailler un peu sur tout ou potentiellement travailler sur tout. En revanche, ce qui est important, et c'est ça qui est rarement fait de façon réfléchie, c'est de réfléchir, de mettre en place des environnements spécifiques et de créer de la mobilité entre ces environnements. C'est-à-dire que, certes, il ne faut pas de frontières, enfin, il faut pas mélanger les choses, mais il faut quand même des frontières entre des communautés qui parlent un langage commun et qui apprennent à se parler et à partager un langage entre ces communautés. Et ça, c'est vrai entre des chercheurs en recherche fondamentale, des expérimentateurs qui vont utiliser ces recherches fondamentales pour tester ces théories, et après de la recherche plus appliquée. Donc, si on prend l'intelligence artificielle, il y a une myriade de technologies derrière. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de l'ordinateur quantique. Quand on parle de l'ordinateur quantique, on voit bien que le physicien qui va travailler sur la mécanique quantique ne va pas forcément travailler sur des solutions de type ordinateur quantique. En revanche, le chercheur qui va travailler sur des solutions de l'ordinateur quantique doit être un chercheur qui connaît la mécanique quantique. Donc, vous voyez, c'est tout ce champ et cet environnement. Alors après, quand on parle de l'intelligence artificielle, évidemment, c'est beaucoup plus appliqué. Et là, tout l'environnement, c'est d'essayer de faire un écosystème, justement, autour des chercheurs et aussi de l'enseignement. Parce que les principaux entrepreneurs, ce seront les étudiants qui ont suivi les enseignements des chercheurs sur les algorithmes pertinents. Donc, vous voyez, ce que je voulais mettre en avant, c'est vraiment cette hétérogénéité de conditions nécessaires à faire différents types de recherches, mais de construire la mobilité des idées et des personnes entre ces environnements. Il y a des outils pour ça, Antoine? Parce que c'est ça l'objet aussi. C'est que, est-ce que c'est qu'une histoire d'outils? Il y a une histoire d'esprit, d'état d'esprit. Hein. Ouais. C'est assurément pas qu'une histoire d'outils. Les outils, en fait, les outils ne sont qu'une part et qu'une brique, en fait, de l'ensemble. Par contre, ce qu'il faut s'assurer, c'est que c'est disposer des bons outils, des outils adaptés. Pour moi, c'est un ensemble. Il n'y a pas un bon outil, une bonne technologie. Nous, on apporte nos solutions qui sont les plus adaptées possibles à la réponse utilisateur. À la réponse utilisateur. Maintenant, nous ne sommes qu'une possibilité et nous devons nous-mêmes cohabiter avec d'autres technologies qui répondront au mieux aux besoins. Et c'est là où en fait arrive toute la complexité en fait des genres. Où, comme on vient de le dire, en fait, c'est un ensemble, c'est un tout où toutes les technologies sont bonnes à prendre. La seule qui est la plus importante, c'est celle qui sera adaptée à la recherche fondamentale, aux outils et à l'innovation. Quand on préparait, vous me disiez quelque chose quand même d'intéressant, c'est que en creux dans tout ça, et quand on revient à ce que vous disiez en introduction sur le droit de propriété, c'est sympa d'aller travailler par exemple sur des sujets open source. Hein. Je ne fais pas la promo de Microsoft parce qu'il y a d'autres outils, mais avoir ses propres outils, c'est bien, mais il y en a qui se font piquer leurs idées, puisque justement on est sur des outils ouverts et qui ne sont pas sécurisés. C'est ça aussi un problème. L'accompagnement, il passe par là aussi. Ça rejoint complètement en fait ce que Carla avait mentionné en fait initialement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est quand on fait cohabiter et coexister en fait des univers pour faire en sorte d'exploiter au mieux en fait les environnements, on se retrouve avec justement typiquement des chercheurs qui peuvent développer des outils pour arriver en fait dans le cadre de leur métier et de leur objectif de recherche à développer des outils extrêmement performants. J'ai des exemples personnels autour de moi où pour des technologies mais extrêmement innovantes ont été développées dans des environnements open source et libres pour simplement parce que c'était l'activité neuronale qui était étudiée. Et ok, mais en fait l'outil en tant que tel, comme il était libre de tout accès, finalement il y a des industriels américains et allemands qui ont débarqué pour récupérer en fait finalement ce qui était libre d'accès et finalement développer économiquement en fait les choses. Là où je pense qu'un pôle managérial est notre objectif à tous, c'est de se dire typiquement avec une école de management, on peut se dire s'il y avait un pôle qui avait sécurisé et exploité en fait la technologie open source pour en faire finalement un brevet, quand bien même ça aurait pu aider à valoriser, générer des crédits de recherche, et là on aurait eu un cercle vertueux. Nous, effectivement, au travers de nos technologies, l'objectif c'est finalement déjà d'arriver initialement avec des outils qui vont
sécuriser et garantir en fait ce genre de choses qui n'arriveront pas puisque c'est de l'usage exclusif du laboratoire de recherche. Donc, c'est pas le monde libre complètement, c'est un monde qui va être dédié au pôle et au laboratoire. Donc, effectivement, nous, par définition, utiliser nos solutions, c'est se garantir déjà une sécurisation des informations. Et c'est là où, en fait, les deux doivent cohabiter. Et sinon, les vecteurs juridiques, les cadres structurels doivent aider, comme Alexis peut en parler, où effectivement, c'est en créant finalement d'autres entités qu'on peut arriver au même résultat, mais ça veut dire un effort humain, donc un coût supplémentaire. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut un bon juriste pour valider tout ça et cadenasser. Alors, une question que vous avez, qui est en creux dans votre remarque, Antoine, c'est la gouvernance de la data. Évidemment, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la gère? Alexis, quand on parle recherche, évidemment, il faut faire remonter tous ces éléments, toutes ces data pour les sécuriser, comme disait Antoine, mais également pour pouvoir les exploiter au mieux. C'est un élément aussi central, me semble-t-il, quand on parle recherche. Oui, tout à fait. Et là-dessus, c'est vrai que nous, on s'appuie sur une direction de la recherche pour gérer toutes ces datas, évidemment, avec les outils qui sont liés, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les éléments qui nous permettent de le traiter forcément correctement. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, en tout cas à notre niveau, notre petit niveau en tout cas, pour gérer tout ça. Et là, des outils comme le mentionnait Antoine peuvent être tout à fait utiles. Ça veut dire que c'est pas anecdotique, en fait. C'est là où mon point, c'est que si on n'a pas cette infrastructure derrière pour garder ces datas ou pouvoir les transformer en outils exploitables, il y a un vrai problème de performance de la recherche. Derrière, oui. Si en effet, il y a d'autres dans d'autres pays qui peuvent venir récupérer ces données, comme le mentionnait Antoine tout à l'heure dans son exemple, en effet, ça peut être problématique. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille justement pour pallier à ça. Oui, en plus, si je ne m'abuse, j'ai animé quelque chose avec autour des CRM laboratoires et CRM recherche en termes de fléchage des aides, notamment parce que vos soutiens, ils demandent qu'est-ce que vous avez fait des sous qui ont été investis. Il faut bien les retrouver, savoir quelles ressources humaines sont attachées, quels partenaires ont travaillé et comment ont été. Je crois que ces outils sont indispensables. C'est ce que en tout cas, j'ai relevé. Et pouvoir appuyer sur le bouton pour pouvoir avoir cette information, c'est quand même bien plus pratique. C'est sûr. Donc voilà. Après, nous, on développe des outils propres en interne sur ces questions-là. On commence à voir quelque chose. Donc, on a ce qu'on appelle une planning unit et on s'appuie dessus justement pour avoir toutes ces datas, les regrouper dans un seul endroit et les rendre accessibles en tout cas au personnel en interne. C'est sécurisé, on est d'accord. Et ça, c'est sécurisé. C'est ça l'enjeu. Voilà, et c'est sécurisé chez vous, Carla? Alors, en fait, on travaille beaucoup avec des données confidentielles, des données de propriété intellectuelle, etc. Donc, du coup, on peut pas ne pas s'investir et négliger cet aspect-là. Mais je pense, en fait, il y a une marge de manœuvre importante. C'est ce qu'on a dit au début. On dit aux chercheurs, il faut innover, on lui donne peut-être les moyens financiers, mais derrière, il y a la pression d'assurer à côté d'innover, etc. Il faut des outils. Il faut qu'ils puissent administrativement, comme vous l'avez dit, Gilbert, que ça tienne la route, qu'ils puissent… Qu'ils soient délestés en plus, qu'ils soient aidés, quoi. Voilà, exactement. Il faut des outils pour lui permettre d'innover avec la pression qu'on lui donne aussi. Il faut des outils pour garantir la confidentialité, la sécurité, le reporting administratif qui est, comme vous l'avez dit, on demande aussi de sortir, de faire des reportings. Et il y a une chose aussi importante, en fait, sur laquelle il faut qu'on évolue aussi, il faut qu'on se donne les moyens de réfléchir. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des data,
parce que surtout en santé, en bio, on sent que C'est la beaucoup clé. de choses. Ludovic, la data, c'est essentiel. Essentiel. Et puis, côté open source aussi. Et avant, il y avait ces réflexes open source, c'est raté, on ne peut plus rien faire. Et aujourd'hui, mais c'est là où il faut qu'on évolue. Il y a beaucoup de modèles économiques qu'on peut adapter, qu'on peut créer pour valoriser ces data, pour valoriser des projets d'open source, etc. Et donc, c'est là où il faut qu'on ait des outils aussi pour accompagner des modèles nouveaux et pour valoriser de la data, des open source, etc. Il faut, en effet. Et là, sur ces points-là, il y a une marge de manœuvre. Il y a certainement une marge de manœuvre. En tout cas, il faut aller vite, parce que oui, c'est sûr. C'est qu'il y a une accélération en termes d'innovation de transfert et les Chinois, ils n'attendront pas qu'on réfléchisse des années. Et il faut que les outils vont avec. Oui, voilà. Et il faut que les outils vont avec, parce que qu'on ait plein de moyens pour pouvoir innover et tout ça, et qu'on soit bloqué par les outils, c'est vraiment dommage. Et il faut que les deux vont ensemble. Bon, vous l'avez compris, Ludovic, il est copain avec Bernard Belloc et Marie qui nous commente tout à fait Ludovic. Donc vraiment, ce que vous dites visiblement trouve un écho favorable auprès, non pas que Carla et Alexis disent des choses qui ne soient pas intéressantes, mais en tout cas, Ludovic, ça fait la deuxième personne qui vous connaissez ou qui vous dit bravo. Donc, je vous pose la question tout de suite, comme ça vous pouvez y répondre et puis vous répondrez aussi à ma question. Pourquoi cela reste compliqué de faire travailler plusieurs laboratoires? Vous pouvez répondre d'ailleurs tous, parce que ça vous concerne, avec le privé. Encore une fois, je pense que il y a plusieurs dimensions de cette réponse dans la question, parce qu'on pourrait s'interroger sur ce que je disais sur les langages, les communautés, etc. Mais je pense que le point essentiel, c'est les incitations. Pourquoi un chercheur va travailler avec une entreprise? Et ça, c'est la question clé, à mon avis. Et là, on pourrait retrouver la question initiale, qui est de savoir en quoi le chercheur, si on fait l'hypothèse que la motivation du chercheur, c'est de faire avancer la connaissance scientifique, donc de publier, et donc de contribuer à la communauté scientifique, il faut que le chercheur puisse comprendre en quoi sa relation avec l'entreprise va faire avancer ses travaux. Je pense que c'est un leurre de croire que la motivation du scientifique, c'est de faire de l'innovation, ou c'est de créer des entreprises, ou de promouvoir des entreprises. Et je pense que ça, c'est fondamental, parce que si on ne met pas en place des conditions pour que les entreprises soient là aussi pour contribuer à faire émerger des questions intéressantes, voire proposer des terrains, des outils d'expérimentation, alors le chercheur, il n'a absolument pas intérêt à travailler. En fait, c'est une perturbation dans son travail. Et donc, quand l'institution envoie des signaux pour lui dire qu'il faut travailler avec les entreprises, pour le chercheur, il y a des injonctions contradictoires quelque part. Parce qu'on lui dit, mais attendez, moi, pour passer professeur, il va falloir que je publie. Et le temps passé avec l'entreprise, ce n'est pas un temps productif pour moi. Alors, et donc, c'est toute la difficulté de la création de la cohérence d'un environnement d'interaction entre entreprises et scientifiques. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il faut faire bien la distinction entre la nature même de la recherche à laquelle se consacre le scientifique et le problème qu'il va pouvoir traiter avec les entreprises. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, c'est beaucoup plus facile en réalité. Parce que les problématiques auxquelles les scientifiques sont confrontés trouvent un terrain d'expérimentation immédiate, voire même les besoins des entreprises sont des sujets de recherche importants. Et c'est là que les CIFRE ou les stagiaires ou les intermédiaires qui ont vocation à faire ce lien entre science et technologie peuvent être très utiles. Donc je pense qu'il y a des leviers comme ça qui sont déjà mis en place, qui existent. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas rentrer dans un discours normatif et homogène, quelle que soit la dimension scientifique. Voilà. Alors, on pourrait. Alors, je vais m'arrêter, mais juste pour dire qu'il y a. Vous voyez, si on. Juste un petit mot, une réponse à ma question initiale, c'était la data et la gouvernance de la data qui est remis au cœur de la problématique recherche. Pardon, excusez-moi. La problématique data et gouvernance de la data qui est recentrée, qui est repositionnée au cœur des problématiques quand on parle recherche. Oui, là, encore une fois, comme vous me l'avez suggéré tout à l'heure, dans l'intelligence artificielle, la data, c'est fondamental. C'est même la matière première essentielle. Alors, je prends un exemple sur Sophia Antipolis. Il y a un gros projet autour de la santé.
Et la gouvernance des données de santé, c'est fondamental. Et donc là, je ne peux que reprendre ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est très important non seulement de donner des outils, serveurs, ordinateurs, etc., pour que ces données puissent être utilisées, mais surtout c'est l'environnement réglementaire et la préservation de l'anonymat des données de santé. Et tout ça, c'est un problème fondamental parce que là aussi, ce n'est pas simplement un problème technique, c'est un problème de communication entre des institutions qui ont des intérêts différents, des objectifs différents. Il faut qu'un hôpital puisse être d'accord pour travailler avec des chercheurs en biologie et des chercheurs en informatique qui ont des langages différents, des compréhensions différentes de la donnée et des contraintes. Et derrière, il y a l'environnement réglementaire. Donc c'est pourquoi je pense que le problème de la gouvernance des données, qui est en données de santé, c'est vraiment un problème que tous les pays connaissent aujourd'hui. Il y a un vrai problème qui est la création d'un langage commun pour satisfaire des problèmes techniques ici. Et il faut peut-être aussi un changement d'état d'esprit. On le voit bien quand vous dites le chercheur, il n'a pas vocation à innover forcément. Il faut qu'il se mette quand même en position de pouvoir transférer le cas échéant. En fait, j'imagine que ça vient aussi de ce point-là. À un moment, ça peut pas venir que de Carla ou d'Alexis qui dit ah tiens ton idée est exploitable, on va voir ce qu'on peut en faire. Il faut qu'il y ait une sorte de mobilisation collective. Antoine, juste un mot de commentaire sur tout ce qui a été dit, surtout sur la data qui reste au cœur de la machine. On le voit bien, on revient toujours un peu à ça quand on parle de digital. Oui, c'est la gestion de la data. La question, finalement, c'est la sécurisation de tout cela et s'assurer, le Bernard Belloc, en fait, finalement, étaye à travers sa question, sa remarque, en fait, quelque chose. C'est effectivement comment on s'assure, en fait, que tout ça, c'est dans des environnements sécurisés, dans des environnements adaptés. En ce moment, il y a beaucoup de sujets, on parle beaucoup, justement, gouvernance de la donnée. La gouvernance de la donnée, elle se gère effectivement à travers un cadre juridique et également à travers un cadre technologique. Et c'est là où nous, on intervient énormément. On fait en sorte de donner des moyens et ces moyens-là, il faut comprendre qu'on les met à disposition, encore une fois, dans des environnements. Là, en ce moment, on voit des pôles de compétences comme Paris Santé Campus, par exemple, qui sont en train de se monter, qui vont être un agrégat, une espèce de patchwork de plein de choses. Voilà, ce genre d'acteur, en fait, finalement, fait appel à nous, justement, pour dire, OK, nous, on veut le collaboratif entre les laboratoires. Par contre, en fait, dans nos cœurs de métier, on va respectivement faire chacun créer ses environnements respectifs parce que, comme le disait Ludovic, entre la partie biologie, la partie assurance, la partie autre, en fait, tout ça va faire quand même des choses qui sont dans des vases clos les uns des autres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite ou d'exploitation malencontreuse de données sensibles. Et en fait, quel est le lien? Comment on crée le lien? Et qu'est-ce qui rentre dans cette gestion? Et c'est là où il faut avoir une réflexion de transformation en termes, malheureusement, digital, parce qu'on a arrêté d'imprimer tout ça sur des papiers. Donc, en fait, effectivement, c'est quel outil digital, en fait, quel outil numérique derrière on met à dispo et de quelle façon? Sécurisé, évidemment. Allez, une question qui est en pile poil de Camille Durand. Du point de vue des entreprises, y a-t-il une confiance suffisante dans le système de recherche publique? On reboucle avec ce que vous disiez, je ne sais plus qui, sur la capacité des chercheurs à parler le même langage. Là encore, vous l'avez. Et sur la capacité à administrer la partie réglementaire. C'est justement le cœur de notre sujet. C'est comment on a des outils qui permettent ça, Carla. Merci Camille pour cette question. La question. On se pose toujours la question, c'est comment les entreprises vont communiquer avec les chercheurs, etc. Et on se dit, du coup, est-ce que le chercheur est suffisamment apte de parler le même langage et est-ce qu'il a les moyens suffisants? Alors, c'est vrai, quand on dit investir dans la recherche, moi, j'ai envie de parler d'un élément, je pense, qui est aussi important. Il faut aussi investir dans les compétences. Et le chercheur, il a besoin qu'on lui donne les moyens et puis les compétences pour le faire. Donc, du coup, il faut aussi investir dans on va dire, la compétence transversale du chercheur pour pouvoir prendre en compte aussi des capacités de gérer administrativement la partie réglementaire, les capacités de transversalité, de discuter avec des gens d'horizons différents, en fait.
voilà, donc est-ce que les entreprises peuvent avoir confiance dans les chercheurs? La réponse est certainement oui. Et après, il y a quelqu'un, enfin, je veux dire, il y a des gens qui peuvent faire la médiation, comme nous, comme Alexis, voilà, notre rôle, c'est des fois de traduire, et puis aussi notre rôle aussi de préparer les deux à parler un langage commun, parce qu'il ne faut pas que le chercheur parle un langage d'une entreprise, c'est pas vrai. Et il ne faut pas que l'entreprise réfléchisse ou avance avec les moyens et l'intérêt du chercheur. Donc, il faut avoir un dialogue commun. Il ne faut pas amener l'un pour devenir comme l'autre, mais il faut qu'il y ait un langage à peu près intermédiaire. Et ça passe pas que par le financement des équipements. Je vois des questions sur il faut mettre des équipements et tout ça. Il faut un petit peu d'investissement dans les compétences, dans la transversalité, ouais. Etc. Alexis, vous parlez recherche première langue alors? Oui, c'est ça. Après, non, mais je rejoins tout à fait ce que dit Carla. Ça passe aussi par, en effet, la formation de nos doctorants au sein de nos écoles doctorales, de pouvoir… Doctorants d'ailleurs qui diminuent. On faisait une conférence juste avant vous avec la BG. On est le seul pays qui voit diminuer son nombre de doctorants. Malheureusement, oui. Donc, du coup, ça passe aussi justement par cette formation à ces compétences transversales de nos doctorants, justement, voilà, pour cette partie réglementaire, administration. Ça fait partie aussi des éléments qu'ils doivent pouvoir aborder ensuite dans leur carrière de chercheur. En tout cas, on le voit, c'est pas simple, Ludovic. Le dialogue, c'est pas une histoire d'outils. Moi, j'y vois quand même une histoire d'évolution des mentalités. Et je reviens à ce que je disais à Carla tout à l'heure, il faut aller vite quand même, parce qu'il n'y a pas non plus… voilà, à la mesure de la vitesse d'Internet, les échanges se font très vite. Oui, ben alors, en fait, il y a clairement une question culturelle. On le sait, aux États-Unis, par exemple, la discussion entre les chercheurs et l'entreprise, elle est plus facile, en tout cas, elle est historiquement plus marquée. Mais ce qui est important, justement, c'est, comme vous dites, aller vite, ça ne veut pas dire mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire tout simplement arriver à trouver des lieux de médiation et des lieux d'échange. Alors, pour ça, ce que disait Alexis est fondamental, c'est qu'il y a d'abord la capacité à se rencontrer. Et la capacité à se rencontrer, c'est que des membres de chaque communauté soient suffisamment légitimes pour porter une parole et pour pouvoir engager aussi une action collective. Et qu'ils apprennent à se connaître et à se rencontrer. Et là, c'est là que les intermédiations sont fondamentales. Donc, les outils d'accompagnement, les journalistes, les chasseurs de tête, les juristes, etc., vont être des intermédiaires naturels qui vont mettre en place des moyens de communication et d'apprentissage d'un langage commun. Donc, cet aspect du langage, à mon avis, il est vraiment fondamental. Et il peut se résoudre par le fait que les gens apprennent à se connaître. Et s'ils apprennent à se connaître, c'est parce qu'il y a des intermédiaires qui vont les faire se rencontrer et parce que du coup, ils vont avoir intérêt à se rencontrer. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'il y a vraiment toute une réflexion sur l'écosystème. On a quand même, alors ça fait le lien avec la question qui nous est posée. Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plutôt simple. Le dialogue se fait, le financement se fait, les décisions se prennent vite. Justement, ce que nous proposait Rabat Azwani, travailler aussi sur la reconnaissance des PhD. J'imagine qu'il y a une spécificité au PhD qui permettrait peut-être de fluidifier. Quelqu'un peut répondre à la question de Rabat? Si je peux me permettre de répondre. Alors, en fait, c'est vrai que le rôle des PhD, c'est très important. Nous, à PSL, c'est vraiment une cible. On parle du jeune chercheur. Enfin, je ne vais pas dire jeune, mais on va dire chercheur en début de carrière. C'est une cible hyper importante. Nous, on mise beaucoup là-dessus, par la formation, par donner des moyens, par l'état d'esprit, etc. Et c'est pas parce que tous les PhD vont devenir des entrepreneurs, et on veut pas, on veut qu'il y ait des chercheurs, mais c'est pour qu'ils aient cet esprit entrepreneurial. Donc, on les forme par l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat pour qu'ils aient les soft skills, les compétences transversales nécessaires pour augmenter leur employabilité d'un côté, parce que comme vous l'avez dit, s'il y a moins de doctorants, c'est parce que derrière, trouver un travail, c'est compliqué.
Donc, du coup, pour d'un côté, augmenter leur employabilité et valoriser ce travail de recherche, de se dire que grâce à ça, je peux aboutir à plein de types de métiers et faire beaucoup plus de choses que juste faire de la recherche dans mon laboratoire de recherche. Et donc, cette cible, elle est importante, elle est très valorisée parce que je pense aux États-Unis, ils ont compris que la valeur, elle est là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit au quotidien. Un chercheur qui est permanent, qui est bien installé, il va prendre un petit peu moins de risques qu'un PhD ou un docteur, un jeune docteur, parce que le jeune docteur, il va dire, bah voilà, aujourd'hui, je peux prendre le risque parce que j'ai pas un poste permanent, et c'est lui qui crée, qui a le courage d'aller créer, d'aller discuter avec l'entreprise, d'aller lui-même créer une entreprise avec l'aide, bien sûr, et le soutien des chercheurs permanents. Mais donc, du coup, la cible doctorant, elle est essentielle pour la recherche et pour la valorisation de la recherche. Doctorat et postdoc, non, je sais pas. Enfin, on oui, oui, voilà. Alors, c'est ça. Donc, quand on dit chercheur en début de carrière, on veut dire le doctorant, le docteur qui vient de finir sa thèse, et ce qu'on appelle postdoc, c'est un jeune docteur qui fait quelques années de recherche, mais c'est une situation précaire, il ne faut pas le nier. C'est-à-dire, c'est un chercheur qui a un poste pour 1 an ou 18 mois, et c'est là où il se dit, c'est là où il est le plus innovant, parce que derrière, il y a sa carrière qui joue, en fait, et donc c'est ça une cible importante. Nous, on mise beaucoup à PSL sur ça, beaucoup de programmes, d'actions, de sensibilisation à l'échelle de l'Europe aussi. On travaille avec des universités européennes pour cette cible-là. Et donc, en fait, c'est par là qu'on peut créer beaucoup de valeur. En fait. Et alors, une question pour vous, Alexis et Ludovic, on va répondre rapidement parce qu'on arrive à la fin du webinaire. J'animais un jour une conférence avec un patron d'une très, très grande école qui faisait beaucoup de recherches. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et il m'avait dit de manière lapidaire qu'il me foute la paix. Est-ce qu'au fond, c'est donner plus de liberté aux chercheurs? Alors, on parle des contraintes administratives, des contraintes peut-être parfois ressources humaines ou logistiques, je ne sais pas. C'est peut-être là aussi, parce qu'ils seraient plus ouverts vers l'innovation et le transfert éventuellement s'ils étaient délestés de tout cela. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines contraintes administratives qui peuvent être problématiques. Après, je souhaitais aussi rebondir sur la question de Rabat, parce qu'il y a aussi le développement du doctorat, du PhD par apprentissage, qui peut être intéressant justement pour la reconnaissance du PhD par les entreprises. Et c'est ce en tout cas, on souhaite développer, nous à CY, et ça se développe ailleurs. Et puis, évidemment, par rapport à ce que disait Carla, le rôle qu'on peut avoir au sein des universités européennes, dans lequel beaucoup d'établissements français sont engagés, ça peut être très intéressant pour cette reconnaissance, notamment internationale, avec des financements de PhD en co-tutelle. Mmh. Donc, et mon idée de liberté, ça vous inspire pas? Si, ça m'inspire. Après, oui, c'est par vrai. La punchline, c'est tout ce qui était bien de ce que j'ai dit. Non, mais c'est vrai qu'il y a des contraintes administratives qui pourraient être levées pour justement favoriser aussi cette innovation. Ludovic. Oui, en fait, c'est un raccourci de dire que l'État est simplement une contrainte, parce qu'en réalité, quand on regarde les programmes, et bon, évidemment, l'intelligence artificielle est un exemple saillant, ce qui est vraiment problématique pour les chercheurs de façon croissante, c'est le temps passé à trouver des financements. Mais c'est pas forcément administratif au sens bureaucratique, c'est plutôt le mode de financement qui évolue vers la réponse à des appels à projets et qui nécessite énormément de temps passé pour l'évaluation. Donc en fait, quand on regarde le temps passé à l'évaluation ou à la recherche de financement, il est juste croissant. Et donc en fait, je pense que l'enjeu c'est d'arrêter cette course au financement par projet exclusivement, ou en tout cas à simplifier énormément ce processus-là. Et je pense que effectivement, quand on regarde l'importance des doctorants et dans le processus d'innovation, des postdocs, etc., c'est vraiment mettre en place des conditions pour qu'ils puissent se concentrer exclusivement sur leur recherche et, si possible, quand ils sont en relation avec l'entreprise, sur une recherche appliquée. Donc, je pense que la relation à l'État, c'est plutôt une relation au mode de fonctionnement d'ensemble de la recherche pour valoriser ça.
Je me rappelle Valérie Pécresse, pas pour faire l'article, mais quand elle avait lancé les presses, elle avait dit qu'elle avait sous-évalué le temps administratif consacré à transformer les universités en presse. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se retrouve sur des problématiques de temps et de délai accordés à des problématiques, à des sujets administratifs et bureaucratiques. Antoine, on voit bien, on a balayé un peu tout. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui a été dit? En tout cas, on voit bien que les chercheurs veulent être accompagnés. Tous ne sont pas dédiés au transfert. Tous ne sont pas, j'allais dire, dans cette logique. Et pour autant, il faut proposer toujours les mêmes outils à tout le monde, à tout moment, à tout instant, et à même, j'allais dire, à tous les stades de la recherche. Oui, et par rapport au dernier point, justement, c'est aussi s'assurer d'une parfaite communication. Et ça, je sais que typiquement, moi, c'est mon rôle en tant que responsable de l'éducation supérieure et de la recherche, faire connaître aussi les moyens qui sont déjà à disposition et qui existent actuellement pour justement pas réinventer la roue. Et c'était un des premiers éléments soulevés. Et finalement, si on doit avancer, il faut qu'on capitalise. Et je pense qu'il faut qu'on capitalise. Alors, le terme est grossier par rapport à ce qu'on vient par rapport à la thématique, mais finalement, c'est ça, c'est capitaliser sur tout ce qui existe déjà pour avoir plus d'agilité et ensuite mieux informer. Et parce que ça, je pense que c'est une vraie problématique que nous avons également, c'est s'assurer d'une meilleure information et d'un meilleur transfert avec, que ce soit à travers les outils ou que ce soit à travers justement les différents critères et les différents environnements pédagogiques, puisque aujourd'hui, on se rend bien compte de la cohabitation entre les ingénieurs, les unités de recherche, les entreprises, les écoles de management et tout l'écosystème de plus en plus complexe. Donc, en fait, finalement, ce qui est bien, c'est qu'on se retourne à nouveau vers les hommes. Ça y est, enfin. Et les femmes. On est à distance. Oui, pardon, avec les humains. Les humains, voilà. Vers l'humain. C'est important aujourd'hui, on fait attention. Hein. Alors, je vous rassure, Carla, toutes nos conférences sont souvent équilibrées en termes de parité. Il arrive que parfois ce soit plus compliqué. Il y a des conférences. Là, c'était une exception. Voilà, on a eu plus de femmes sur certaines conférences également. Donc voilà, c'est pas aussi linéaire, si je puis dire, comme tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et croyez bien que ça fait partie de notre, j'allais pas dire de notre cahier des charges, mais de notre état d'esprit, évidemment. Et la rédaction de Newstank est très féminine. Donc, autant vous dire qu'on est surveillé de près s'il ne se passe pas que ce soit. Voilà, Antoine, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. C'était passionnant, hein. Franchement. Je pense qu'on marque peut-être aussi l'intérêt pour ce sujet de donner plus de chances, plus d'opportunités, plus de capacité à chercher. Et on le sait tellement aujourd'hui que notre compétitivité passera par là. Les Chinois, les Américains et même les Russes, hein, si on parle d'intelligence artificielle, Ludovic, sont tellement en avance sur tous ces sujets qu'il faudra bien être aligné pour pouvoir résister. Mais je pense qu'on est bien armés. Merci beaucoup à tous et merci à toutes celles et ceux qui sont restés avec nous longtemps, hein, puisque on a eu beaucoup de gens qui se connectaient. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Antoine, merci Carla, merci à vous. Merci, bonne journée. Merci à tous.